France 3, Bourgogne-Franche-Comté, avec Maxi Marché et Rapide Marché, vous offre la route du lapin. Bonjour, bienvenue à la Vieille Loire, un petit village de 400 habitants situé en pleine forêt. Dans la forêt domaniale, la forêt de Chaux, nous sommes à 16 km de Dole, à une dizaine de kilomètres d'Arc-et-Senans. Et Bernard Clavel, qui connaît bien ce petit village, dit de lui qu'il pourrait faire le tour du monde, il ne trouverait rien de plus beau. Il a bien raison, Bernard Clavel. Vous allez voir tout au long de cette route du lapin que la Vieille Loire, c'est vraiment un petit village étonnant situé dans le Jura. Et vous allez découvrir notamment des baraques, la baraque 14 où vivaient ces hommes des bois pour alimenter en bois et en charbon de bois les forges, la saline d'Arc-et-Senans et surtout une industrie de bouteilles. On fabrique ici des bouteilles très très renommées dans toute l'Europe. Tout de suite de la musique avec un groupe bien du coin qui s'appelle les Alouatis, c'est le nom en patois pour désigner les gens du village. Pourquoi Loie? Je ne vous ai pas dit au fait L-O-Y-E, eh bien parce que ça vient du nom latin qui signifie loggia et qui signifie baraque de bûcheron. Voilà. Merci Dominique Meunier, qui fait partie du groupe des Alouatis, un groupe de tradition comtoise qui est destiné, Henri Meunier, vous êtes le père de Dominique qu'on vient d'entendre, ce groupe est destiné à faire revivre toutes les traditions de ce pays et à travers des différentes reconstitutions des métiers artisanaux. Exemple? Oui, les Alouatis, c'est le nom patois des habitants de la Loire, un petit village du Val-d'Amour. Et comme tous les groupes, nous essayons de reconstituer un peu notre mémoire, notre passé. Ce groupe comporte des artisans, des chanteurs, des danseurs, des instrumentistes. Et puis des artisans qui font revivre des artisans que vous allez voir, métiers. Bien sûr, qui font revivre aussi des métiers, oui. Exemple, le cardage, le tricotage, le travail de la paille. Vous faites des ruches en paille. Des ruches en paille. Nous avons le dernier fabricant de ruches en paille du Jura. France. Même de France, on m'a dit qu'il était. Il y en a pratiquement plus. Peut-être, mais c'est ce qu'on raconte. Pas du modeste. Oui, vous l'êtes. La vannerie aussi, vannerie, bien sûr. Et puis, ce qui est original aussi avec les Alouatis, c'est qu'avant chaque chant, vous faites une explication dans historique. nos concerts et dans nos veillées, nous essayons de montrer un petit peu les racines, parce que ce n'est pas seulement la reconstitution simple du passé, il faut remontrer l'actualité de ces chants. Nous ne sommes pas des nostalgiques du passé ni des régionalistes chauvins. Nous essayons simplement de faire valoir notre mémoire, notre patrimoine, notre richesse. Et c'est ainsi, je crois, que la rencontre des différentes cultures peut être une véritable richesse. Alors, nous sommes dans les bois. Vous l'avez remarqué, dans la forêt de Chaux. Gilles Pétremont, vous êtes de l'ONF, l'Office national des forêts, un spécialiste. Et surtout, vous allez nous apprendre ce quartier, je dirais, qui est constitué de 3 baraques. Et le mot baraque est très important. C'est comme ça qu'on appelle ces 3 maisons aujourd'hui. Et en plus, il y a un lien avec le village, le nom du village. Racontez-moi l'histoire de ces 3 baraques. Alors ici, vous êtes effectivement dans le dernier village, le dernier petit hameau des bûcherons, des charbonniers de tout ce peuple de la forêt de Chaux. Et cette population qui vivait au sein du massif, c'est une population qui était très nombreuse, puisqu'elle a compté plusieurs centaines de personnes. Était une population qui vivait uniquement au milieu des bois. Là.
ici sur place et Avec des on clairières, a- au milieu on- de clairières. Voilà, et ces habitants étaient logés dans ces maisons faites de terre et de bois. Pas tout à fait du torchis, hein. Vous m'avez dit il y a une nuance. Voilà, il y a Laquelle? différentes techniques. Eh bien, le torchis, normalement, est une technique de terre armée, style armée sur des baguettes. C'est de la terre montée sur baguette telle qu'on en voit en Bresse. Ici, vous avez sur les maisons, celle qui est en réparation derrière nous. Là. C'est la plus vieille. Voilà, la plus ancienne. 17e. Probablement 17e, oui. Une technique de remplissage de terre à base de boulettes avec de l'herbe. L'herbe permettant de limiter le rétrain de la terre au moment du séchage. Alors, c'est une technique plutôt alémanique, celle-là. Alors il est possible que les populations qui ont vécu dans ces bois aient passé d'un massif à l'autre. Il est fort probable que quelques-unes aient pu voyager du côté peut-être de la forêt noire ou plus au nord. Par contre, on va trouver d'autres techniques de remplissage avec simplement de la terre jaune et en briques, qui est quand même quelque chose d'un petit peu plus courant au niveau de notre petite région du Val d'Amour. On est en train de voir la restauration de cette baraque 14. Voilà. Pourquoi 14 d'abord? Eh bien, le 14, c'est effectivement la 14e série, c'est-à-dire c'est une portion de la forêt où les gens qui habitaient dans ce petit hameau, on va dire, travaillaient. Hein. Bon. Ils étaient un peu fixés à résidence par l'administration d'abord royale et puis ensuite par l'administration des forêts, parce qu'on préférait que cette population soit effectivement dans ces villages bien organisés. Et voyez que nos maisons sont toutes alignées les unes par rapport aux autres. Il y en a 3. Il y en que a 3, il y en maisons, avait hein. 4, mais la 4e Ah a bon. disparu au milieu des années 1930. Vous refaites là, on voit Alors, le nous charpentier refaisons, à l'œuvre, à voilà. l'ouvrage, selon la même méthode que Voilà. celle qui a été pratiquée au 1600 et quelques. Et donc vous avez décidé, c'est une opération assez récente, de restaurer pour montrer, et bien sûr, hein, à quoi ça pouvait ressembler que ces baraques Voilà. des hommes des bois. Oui, et comme ce sont des hommes des bois, eh bien, ils avaient des toits en bois, des toits de planches. Ouais. C'est un petit peu cette reconstitution unique en Franche-Comté que nous sommes Oui. en train d'effectuer là derrière nous. De faire revivre et dans Voilà. un an, 2 années, 2 petites années. Il faut compter encore 2 années pour que le site soit présentable, mais d'ores et déjà, tous les étés, il y a un accueil au public et l'une des maisons est visitable et j'espère bien que l'année prochaine, nous en aurons une deuxième. Est-ce qu'on a une idée? Je parlais du mot baraque tout à l'heure, on ne l'a pas expliqué, hein, qui vient donc du mot loggia latin, Oui. hein, et d'où la vieille loi. Voilà, la vieille loi, oui, peut-être la vieille loge, les vieux abris. Donc, à partir de là, ces modestes maisons en forêt ont été appelées baraques. Oui. À bien différencier de l'habitat temporaire des bûcherons lorsqu'ils étaient sur les coupes. Alors là, ils faisaient des bacus, qui Ah étaient oui. des maisons beaucoup plus petites, J'ai entendu parler avec du- uniquement quelques morceaux de bois, un Ouais. toit assez rustique, mais de plus petite dimension, et qui leur permettait de rester près de leur meule de charbon de bois, puisqu'ils faisaient le C'est ça charbon dans ces grands réservoirs. Ouais. Autrefois même, c'était même des meules en terre. Et puis voilà des fours qui datent de la fin du siècle dernier. Alors, on a à travers, il y a les habitations, mais il y a aussi l'histoire de la vie que pouvaient avoir ces hommes des bois ici. Il reste le four à pain et des puits. J'aimerais que vous nous- Il y avait beaucoup de puits, pratiquement un pour chaque maison. Pourquoi Il y a eu un puits construit en 1854 parce que une de ces maisons était occupée par un garde forestier. Et une anecdote veut que, je pense qu'elle est exacte, comme toutes les petites histoires quand on regarde le témoignage. Il semblerait que la fille du garde forestier, qui allait puiser l'eau à une petite mare qui reste en bas du site, soit tombée dans la mare, peut-être même s'il soit noyé. Alors à partir de ça, on a fait un puits pour pouvoir accéder à la nappe phréatique et puis peut-être aussi améliorer un peu la qualité de l'eau. Il y a toujours des légendes dans les forêts. Mais par contre, celle de la forêt de Chaux, celle qui est là, à 2 pas, hein, est gentille. En quoi comment une forêt est-elle gentille? Qu'est-ce qu'elle a de particulier à votre? Ah, c'est une forêt qui est très accueillante pour les habitants. Ça a toujours été une zone de refuge. C'est une forêt un petit peu maternelle. Et on ne trouve en forêt de Chaux ni monstres, ni personnages terribles. Au Ouais, contraire, on a ouais. des bonnes fées qui renseignent le voyageur. On a des petits lutins qui rendent des services. Enfin, c'est un univers en fait très proche des gens de nos villages encore. Et puis alors, dernière chose, en quelques secondes, il y a des vierges ici qui sont cachées au sein des chênes. Dites-moi ce que c'est. Eh bien, c'est probablement une vieille tradition celtique, druidique. Et lors de la christianisation des campagnes, on a continué ce culte des arbres vénérables, en substituant aux idoles païennes une petite vierge que l'on met dans une niche. Et le chêne, en poussant, eh bien, ma foi, souvent, il avale, il dévore la vierge, mais on la remplace. Et c'est une tradition qui existe en forêt de Chaux et que nous avons encore sur quelques-uns de nos arbres. On va changer d'endroit, si vous le voulez bien. On va faire quelques pas juste devant pour vous montrer eh bien, une ancienne verrerie. Parce qu'ici aussi, le bois a servi à ça. Et cette verrerie, elle est juste là-bas. Alors on va écouter, grâce aux Alouetti, la complainte des verriers. C'est bien normal. Pensez à nous dans vos foyers, vous qui riez. Pensez aux rues
pensez aux peines des verriers. Nous façonnons en haletant ce qui sera coupe vermeille. Chez nous on souffle la bouteille pour vous devant le four ardent. Pensez à nous dans vos foyers, vous qui riez. Pensez aux brûles ouvriers, pensez aux peines des verriers. À côté des baraques 14, juste à notre droite, il y a une petite clairière qui donne sur ce qui ressemble à un hameau. C'est là qu'il y avait la vieille verrerie de la vieille loi. Tout ça est très vieux et pour cause, ça a commencé au XIIe ou XIIIe siècle. Il y avait ici une très vieille verrerie. Vous allez nous raconter toute l'histoire, Alain Goua, avec ces bouteilles à l'appui puisque vous les collectionnez. Vous en avez 150. Pourquoi il y avait une verrerie ici? C'est une des plus vieilles verreries de France. Elle a été installée, le premier texte que l'on puisse connaître, c'est 1290 sur un livre d'Othon IV, comte de Bourgogne. Et cette verrerie était installée au milieu de la forêt de Chaux, car les verriers ont eu une terre d'accueil merveilleuse. Ils ont été entourés de 20 000 hectares de forêt, où ils ont puisé donc abondamment du bois qui servait donc à la chauffe, donc de la matière première, qui était donc le sable, la silice, que l'on rencontre abondamment dans le sol de la forêt de Chaux. Et ils avaient aussi des champs de fougères, la fougère qui leur permettait de faire de la potasse qu'ils mélangeaient donc au sable pour obtenir donc une température de fusion qui puisse supporter donc les 900 degrés, 800-900 degrés, dont leur four pouvait supporter cette chaleur. Pourquoi ces bouteilles sont fumées comme ça? Alors on appelle ça des bouteilles noires. Ouais. Des bouteilles noires tout simplement car on a du verre qui est ferrique. C'est du verre qui n'est pas blanc, c'est un verre, enfin un sable tout du moins qui est chargé de fer, et quand on le cuit, quand on transforme donc la matière, ça nous fait des bouteilles très foncées qui étaient fort prisées par les amateurs de vin, car bien sûr la lumière ne pénétrait pas et ne risquait pas d'altérer donc les vins du Jura ou les vins de Bourgogne, donc on pouvait mettre à l'intérieur. D'ailleurs, elles ont été exportées, surtout les Suisses, Genève, achetaient beaucoup de Voilà, la à production de la l'origine, vieille loi. la production était très locale pour les vins jurassiens, pour les vins bourguignons, mais ensuite, avec l'apparition du chemin de fer en forêt de Chaux, on a pu exporter, on a pu créer d'autres formes, des bordelaises, des bouteilles pour le vin du Rhin, comme on disait à l'époque, les champenoises, bien sûr, qui ont fini donc la production. Alors Charles Quint s'y est intéressé, Oui. en son temps évidemment, au XVIe siècle. Cette vieille verrerie a passé comme ça au fil du temps à travers différents propriétaires. Oui. Il y a eu des maîtres verriers, des grands maîtres verriers. Les qui grands sont maîtres venus verriers, ici. qui étaient gentilshommes verriers, Ouais. ils avaient droit de porter l'épée, ils avaient quelques titres de noblesse, Ah bon. car le verre était une matière précieuse, et à ce titre, donc, les verriers pouvaient se prévaloir de certains droits, vu que leur production primaire, donc dans ces bouteilles très anciennes, était surtout destinée à la cour des comtes de Bourgogne ou des rois de France. Et, alors on a continué comme ça, la tradition au feu de bois, Au feu de bois, exclusivement, toujours. jusqu'à, alors selon, comme au temps de Marguerite d'Autriche. Voilà, le voilà. document. La tradition s'est perpétuée jusqu'en 1931. On n'a jamais importé de la houille, par exemple, pour Non. faire nos bouteilles. On a toujours conservé la méthode traditionnelle, soufflage et cuisson, donc au bois. Il y a eu une production jusqu'à combien? 1 million et 1 quelques 400 000 bouteilles, Ah. oui. C'était une des plus grandes verreries de France, oui, oui, tout à fait. C'est au fini niveau de la aujourd'hui, il production. n'y a plus rien dans ces bâtiments. Malheureusement, elle a fermé en 1931, au moment des crises économiques que la France a connues, et puis aussi une mauvaise gestion d'époque, ce qui fait que malheureusement les portes ont fermé, le verre n'apparaît plus que dans les collections sur les bouteilles Comme de la nos vôtre. jours, avec des bouteilles qui sont très très recherchées bien sûr. Et avec les poinçons, vous nous avez apporté. Avec les Alors, cachets donc, qui ont permis de marquer donc, ces bouteilles et qui Comme nous celle-ci. permettent d'authentifier donc la Château Chalon, là, par provenance. exemple. Hein, Oui, c'est ça. ici, à la Vieille Loi, que Ouais. cette forme de bouteille a été inventée, la fameuse clavelin qui renferme notre Le vin fameux jaune. vin jaune. La forme de la bouteille donc, a été inventée ici, à la demande de la famille Clavelin. Ah bon, Donc, d'où le nom. d'où le nom. On entend un coq là chanter. Ah Je sais oui, pas nous si on sommes l'entend. à la mais- fois dans la forêt, mais Ouais. aussi à la campagne. Oui, c'est vrai. Et puisque vous appartenez à l'ONF, vous êtes chargé de la comment ça s'appelle Cinégétique, Cinégétique, c'est un nom oui, bien c'est ce que je compliqué pour pensais. rappeler, Et donc, la pour communauté dire de chasse. qu'il y a ici beaucoup d'animaux. Oui, La bien faune de sûr. cette forêt est très importante. On y trouve quoi, par exemple? On y trouve du cerf en particulier, qui est vraiment l'animal roi de la forêt de Chaux, et bien sûr du sanglier, du chevreuil.
revenons aux bouteilles. Pour terminer sur une anecdote, ces fameuses bouteilles à fil. Les bouteilles à C'était fil. quoi les bouteilles à fil? Alors on en a un C'est une exemplaire belle ici. histoire ça. C'est des bouteilles qui étaient dans le bousillage, c'est-à-dire qu'à la fin de leur journée, oui. à la fin de la journée, les verriers avaient droit à une petite quantité de verre avec laquelle ils pouvaient produire des objets comme des cendriers, des bougeoirs ou des bouteilles pour mettre la goutte, pour La goutte, c'est mettre celle-là. les alcools. Ça, les fruits, vous m'avez dit. Voilà, les fruits aussi, des bouteilles comme ça, des espèces de gourdes aussi. Et c'était pour eux? C'était pour eux. Ou pas? Oui, c'est ça qui est intéressant au niveau ethnologique, disons, de retrouver la production personnelle. Les autres, ce sont des productions industrielles. Bon. Alors revenons l'intérêt, à c'est le nom. notre fameux, oui, Oui. c'est intéressant ce mot de bousillage, dont le mot bousiller actuellement, de Vient de là. perte, de placer, c'est du verre qui est perdu. Quoi. C'est ce qui Le est terme perdu. bousillé. Voilà. Alors notre fameuse bouteille à fil, eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de cinéma, pas de radio, pas de télévision. Non. Et les gens, quand ils faisaient un bon repas, un baptême, un mariage, une communion, eh bien, après le bon repas, eh bien, ils allaient voir le balai des bouteilles incandescentes, donc à la verrerie, C'était un voir vrai spectacle. c'était un spectacle. Et lorsqu'une, la par verrerie, exemple, une comment jeune mariée venait donc à la verrerie, les verriers faisaient souffler une bouteille à la mariée. C'était Ouais. une tradition. Mais comment la reconnaître? Et comment la reconnaître quand on la Après. plaçait dans le four à recuire où elle était placée avec 2-3 000 bouteilles qui étaient là dans un four qui était destiné au refroidissement lent de la bouteille. Alors quand elle était encore incandescente, on mettait le fil autour de la bouteille et quand on la ressortait, on disait « Ah, ça c'est la bouteille de la mariée » et le soir, en procession, ils allaient donc se faire payer un coup à boire, bien sûr, hein, avec ces fameuses bouteilles La Vieillois, Voilà. dont le plus grand reproche qu'on ait à faire aujourd'hui, c'est qu'elles sont vides. Voilà. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Musique. Alain Bigard, vous êtes le maire de ce village, La Vieillois, depuis 1985. Et j'ai dit au début de l'émission que c'était 400 habitants. En fait, c'est 366, très exactement, la population ici. Une population qui grandit. C'est rare, ça. Est-ce qu'il y a une explication? L'explication, c'est que La Vieillois est visitée par les touristes l'été. Donc c'est un village agréable, surtout en belle saison. Et les gens veulent s'y installer. Oui. Au départ, c'est plutôt du locatif qui est demandé. Bien sûr, nous ne pouvons fournir beaucoup de locatifs. Et tout ce qui est à vendre se vend très rapidement. C'est oui pour ça que... Donc les prix sont chers? C'est cher? Pas trop, non. Non. Demandez aux C'est, disons... habitants. Je crois que c'est C'est la forêt, c'est le côté agréable cachet, du ouais. village. Voilà. Oui, parce qu'alors on est en plein cœur de la forêt. C'est Tout quand à même fait. assez étonnant. Et d'ailleurs, le chemin le plus court pour venir de Dole, où y aller, c'est passer par la forêt. Passer Alors, par il y la a de temps en temps des hommes des bois qui sont en train de débarder. Où va ce bois, tout ce bois qui continue d'être exploité dans la forêt de Chaux? Ce bois va beaucoup en Italie. Ouais. Il revient sous forme de meubles. Et disons qu'il y a une scierie qui est donc à Châtelet, à côté de la Vieillois. C'est une des rares scieries de la forêt de Chaux. Et autrement, je vous dis, c'est beaucoup en Italie. Ça revient avec Voilà, forme de meuble, exact. le bois de la forêt de Chaux. Les essences, c'est quoi? Des chênes? Qu'est-ce qu'il y a dans cette Chêne, forêt? hêtre, Ouais. c'est les essences les plus courantes. Oui. Alors c'est le deuxième domaine de France? C'est exact. Avec combien? Quelle superficie fait cette forêt? 13 000 hectares de forêt. Là, on est au milieu ou On est carrément au milieu, enfin, disons que on dit que c'est au milieu de la forêt de Chaux, et c'est vrai que quand on regarde une photo aérienne, c'est assez impressionnant puisqu'on voit vraiment cette clairière au milieu de la forêt de Chaux. Alors, il y a un trafic ici, c'est celui des champignons. On va terminer là-dessus parce que c'est quand même très étonnant. Les Suisses viennent en nombre, parce que la forêt de Chaux est très très riche en champignons, cueillir des tonnes de champignons. Alors ça pose des problèmes, racontez-moi.
cette histoire? C'est, disons, un grand problème au niveau de la forêt de chaux, puisque c'est vrai que ces années passées, il y avait beaucoup de champignons, et donc les Suisses sont venus, disons, par centaines, ramasser des tonnes de champignons. Voilà. Oui, pour en faire des soupes en sachet, hein, vous m'avez C'est exact. raconté. Pour alimenter donc des usines de soupe Ouais. en Suisse. Voilà. Alors évidemment, ça pose quelques problèmes, non seulement pour l'équilibre de la faune de la forêt, les chasseurs sont pas vraiment contents parce que ça pose des problèmes de risque, hein, s'ils tirent un peu tous azimuts. Et donc vous avez pris un arrêté, monsieur le maire. Voilà. J'ai Ça donc pris donne un quoi? premier arrêté en 1989 qui interdisait aux étrangers à la commune le ramassage de champignons. Ce qui était refusé par la préfecture, et j'ai repris donc un deuxième arrêté quelques mois Pourquoi après, refuser? parce qu'il était recevable du fait des termes de l'arrêté. Donc Ah, c'est pas banal, hein, c'est pas courant, j'imagine. j'ai donc repris un deuxième arrêté municipal qui réservait l'accueil des champignons aux ayants droit, c'est-à-dire à tous les contribuables du village. Bon, en soi, il est vrai que l'arrêté peut être discuté, puisque bon, c'est pas tout à fait logique d'interdire aux gens des communes avoisinantes de venir Oui. ramasser les champignons. Enfin, Pas si j'ai- interdire aux étrangers Voilà, Hein interdire aux étrangers à la Étrangers. commune. à la commune. Bah oui, non, les enfin, les étrangers au territoire national. Voilà. Ouais. Donc, j'ai donc cet arrêté qui repousse un peu le problème au niveau de la forêt domaniale, puisque les Suisses ont le droit de ramasser les champignons en domanial, bien que ça soit limité à 2 kg par personne. Et là, c'est des tonnes. Mais là, Oui, c'est des ça tonnes, avait des parce que 2 kg proportions. par personne, il suffit de faire plusieurs voyages et on arrive à faire des tonnes. Hein, Oui. c'est exact. Quels champignons? Quel type de champignons? La trompette, pied de mouton, chanterelle d'automne. Ah, il n'y a plus de chanterelle, vous m'avez dit. Hein. Oui, Vous avez pris ça- toutes les chanterelles. Disons pratiquement. qu'il y en a eu cette année, Quand mais c'est même vrai les que c'est Suisses, une, hein. une espèce qui commence à Arrêtez diminuer. de cueillir nos champignons dans la forêt de chaux. Hein? Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. Hein? Peut-être ça vous aidera, monsieur le maire. Hein? Ben, je voudrais bien que cet arrêté, disons, fasse bouger un petit peu les autorités et puis qu'on fasse attention. Alors, l'appel est lancé. Tout de suite, eh bien, on termine cette émission donc à la Vieille Loire avec Marie-Josée Arouad. Elle aussi, c'est une habitante du village et elle raconte des histoires vraies, authentiques. Écoutez. À la Vieille-Loire, il existait une vieille femme du nom de Mélie. Elle subsistait, elle habitait au bord de la forêt dans une masure. Et elle subsistait d'un petit peu de son jardin, de ses légumes et de quelques poules qu'elle avait. Mais pour avoir quelques sous, elle avait un bouc. Magnifique ce bouc, superbe. Elle le louait un petit peu aux fermiers quand ils avaient des belles chevrettes. Et on lui donnait en échange quelques sous. Ça lui permettait d'acheter un petit peu ses blouses et un morceau de lard pour mettre dans sa potée. Mais un jour, son bouc, il n'a plus voulu rien savoir. On avait beau lui présenter les plus belles chevrettes, rien à faire, il ne les regardait pas. Vous pensez, elle était désolée, Mélie. Elle se disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus d'argent, s'il veut rien savoir. Jamais on me donnera de l'argent pour acheter un petit peu de lard. Alors, en désespoir, elle a fait venir le vétérinaire. Le vétérinaire vient, il regarde le bouc sur toutes les coutures. Vous savez, Mélie, votre bouc, il n'a rien, il n'est pas tellement malade. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il a? Oh, je crois, Mélie, qu'en ce moment, il fait trop froid et vous le laissez dehors. Il faudrait peut-être le rentrer au chaud. Ben oui, qu'elle dit, mais dans ma maison, je n'ai qu'une petite pièce. Tant pis, qu'elle dit, je vais le coucher vers moi. Oh, le vétérinaire la regarde et lui dit, vous savez, Mélie, c'est embêtant parce que c'est à cause de l'odeur. Ah, ben qu'elle lui dit, attention, j'ai quand même pas à me laver pour lui, il faudra bien qu'il s'y fasse. Voilà, un exemple des histoires qu'on raconte à la veillée. Exactement. Nanette, puisque vous avez un surnom quand vous entrez dans la peau du personnage. Ce qui est intéressant, c'est que ces histoires sont ce que vous racontez pour la plupart vraies et que vous les tenez de votre grand-mère. Voilà, C'est ça vrai se transmettait, donc c'est des personnes qui le transmettaient à ma grand-mère, ma mère en a eu aussi, on m'en a raconté aussi, et des gens qui viennent volontairement comme ça dans les veillées, et viennent nous raconter des anecdotes que l'on garde, et qui se transmettent comme ça. Heureusement, vous continuez à organiser des veillées. Parce que Toujours. ça n'existe plus beaucoup, mais ici, en forêt de chaux, On continue à organiser des veillées, et les gens nous en demandent de plus en plus, parce qu'ils aiment énormément revenir un petit peu au temps jadis. Nous sommes dans une maison qui s'appelle le Canut. Le Bacu. Le Bacu. C'est autre chose, ça. Voilà. C'est à Lyon. Mais le Bacu, c'est en forêt de chaux. C'est en forêt de C'est chaux. quoi? Ce sont les maisons qui étaient construites pour les charbonniers, parce que quand ils faisaient des coupes, ils restaient plusieurs mois. Et c'était des maisons qui étaient construites dans la forêt où vivait toute une famille. Donc il y avait 2-3 bacus, et il y avait 2-3 familles qui vivaient comme ça à plusieurs kilomètres quelquefois d'un village. D'où le nom De Bacu, parce qu'ils bacutaient. Voilà. C'est-à-dire qu'ils occupaient pour un temps. Pour un temps Limité, quand même. suivant la coupe qu'ils avaient à faire, ils restaient plusieurs mois, si ce n'est des fois 1 ou 2 années. On va se quitter toujours en musique avec les Alouati. Le chant des sieurs de Long. Qu'est-ce qu'un sieur de Long?
Alors un scieur de long, c'était des hommes qui coupaient, mais qui faisaient, au lieu de couper, ils coupaient les troncs, mais ils préparaient les poutres. C'est-à-dire, au lieu de scier à l'horizontale, ils sciaient en hauteur. C'est-à-dire qu'une poutre était mise sur un chevalet, et il y avait un sieur en bas et un sieur en haut. Souvent, on l'appelait l'écureuil parce qu'il se trouvait perché. Et ça se faisait, ça sciait de haut en bas. Pour faire Voilà. les poutres. Pour faire la poutre, pour faire les poutres. Merci beaucoup. Alors, on va Merci. écouter ces cires de long. C'était la vieille loi. Voilà, j'espère que ça vous a plu autant que nous. À la semaine prochaine, dans quelques secondes. Souvenez-vous, je me souviens, avec vos documents. Au revoir. Y a pas de gens plus fiers quand nous l'on la terre où la moine singletto, au stringletto cancre, sincre, sincre. Y a pas de gens plus fiers que les scieurs de long, les scieurs de long. Ils s'en vont sur leur place quand nous l'on la terre où la moine singletto, au stringletto cancre, sincre, sincre. Ils s'en vont sur leur place pour scier tout le long. Pour scier tout le long. Quand ils sont sur leur planche, tant nous l'on la ferme la mode singletto, pour stringletto cancre, sincre. Quand ils sont sur leur planche, ils scient tout le long, ils scient tout le long. Le maître vient les voir, tant nous l'on la ferme la mode singletto, pour stringletto cancre, sincre. Le maître vient les voir, gagnez-vous de l'argent, gagnez-vous de l'argent. Nous en gagnons, mon maître, tant nous l'on la ferme la mode singletto, pour stringletto cancre, sincre. Nous en gagnons, mon maître, tant que nous en voulons, tant que nous en voulons. Y a pas de gens plus fiers tant nous l'on la ferme la mode singletto, pour stringletto cancre, sincre. Y a pas de gens plus fiers que les scieurs de long, les scieurs de long.